Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle José et je vulgarise un petit peu le droit. Je vous aide à développer vraiment votre activité économique, principalement en analysant justement les avancées législatives. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser les obligations administratives, notamment quand on veut devenir freelance. Et oui, le fait de devenir freelance, ça peut être très intéressant sur le plan de l'indépendance, parce que forcément, on n'a pas de patron. Par contre, ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, en fait, c'est qu'il y a pas mal d'obligations administratives qu'il faut quand même remplir pour pouvoir devenir freelance. Et même après avoir obtenu le Saint Graal, qui est la création de l'entreprise, vous allez devoir encore vous acquitter de certaines obligations administratives. Et le problème, c'est que le droit, il évolue toujours et que les choses ne sont pas figées dans le temps, donc il faut vraiment avoir un petit rafraîchissement de temps en temps pour vraiment savoir quelle réglementation est applicable à quel moment. Donc dans cette vidéo, évidemment, le but, c'est de voir comment devenir freelance et les obligations administratives auxquelles il faut satisfaire, évidemment, dans ce cadre-là, d'indépendant, tout simplement. Donc votre première obligation, avant même d'avoir des clients, etc., c'est de créer, évidemment, votre entreprise. Et pour ça, il y a plusieurs modalités de création, mais je vais commencer par la plus simple. Et la première obligation en tant que freelance que vous allez devoir satisfaire, c'est évidemment déjà créer une structure juridique pour pouvoir évidemment exercer votre activité. Et là, vous avez plusieurs possibilités, mais la première et la plus intéressante à mon avis, évidemment, si vous débutez votre activité, c'est de créer une entreprise individuelle. Donc c'est le statut le plus simple en matière de création d'entreprise parce qu'il n'y a pas de personnalité juridique à proprement parler. Et vous vous rendez compte en fait que c'est vraiment un statut qui est fait sur mesure pour celui qui cherche à devenir freelance, parce que l'article L526-22 du Code de commerce, il va disposer que l'entrepreneur individuel est, je cite, une personne qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendant. Donc ça, c'est vraiment la définition concrète du freelance. Vous avez plusieurs types d'entreprises individuelles. Évidemment, la plus simple à gérer administrativement est la micro-entreprise. Donc j'ai une vidéo sur la micro-entreprise. C'est le régime fiscal micro, donc il y a une comptabilité, etc. qui est très simple. Il y a très peu de contraintes, que ce soit comptable, administrative ou autre. C'est extrêmement simple à gérer. Le régime fiscal, c'est le régime micro, donc avec tout ce que cela implique. Et après, vous avez l'entreprise individuelle classique, donc c'est au régime réel. Et là, pareil, vous avez un CERFA que vous allez directement envoyer au CFE pour créer votre entreprise individuelle. Donc, je vais pas traiter des avantages et des inconvénients en fait des deux régimes fiscaux, c'est-à-dire le régime micro et le régime réel, parce que en fait, en fonction de chaque cas de figure, en fait, il va y avoir des avantages à prendre l'un ou l'autre. Ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais si vous voulez des précisions, je ferai une vidéo qui est dédiée spécialement sur ça parce que c'est quand même assez vaste et il faut quand même un peu de temps pour développer tout ça. Et c'est vrai que dans une vidéo, ça risque de faire très long. Donc, continuons. Je rappelle aussi que maintenant, on n'a plus la possibilité en fait de créer deux IRL depuis la loi du 14 février 2022. Mais ne vous inquiétez pas, en fait, cette impossibilité, c'est pas une contrainte pour vous parce qu'en fait, la loi va plutôt rattacher à l'entreprise individuelle en fait tous les bénéfices de l'EIRL. C'est-à-dire la séparation en fait du patrimoine professionnel du patrimoine personnel. En fait, d'office, votre patrimoine personnel, à partir de l'entrée en vigueur de la loi, va être insaisissable par vos créanciers professionnels. Ils auront un gage simplement en fait sur le patrimoine qui va être professionnel. Et a fortiori, quand vous n'avez pas affecté de biens au patrimoine professionnel, il n'y a absolument rien à saisir. Mais attention quand même, parce que je précise que si vous avez un contentieux fiscal, en fait, cette séparation ne joue pas. C'est l'article L526-24 du Code de commerce qui en dispose. En fait, si jamais vous avez par exemple un contentieux fiscal, en fait, le fisc peut venir se payer sur votre patrimoine personnel ou sur votre patrimoine professionnel. Et c'est le seul cas de figure, en fait, où la séparation des patrimoines ne va pas jouer. Bon, c'est pas non plus le seul cas de figure, parce qu'en fait, pour les créances qui sont nées avant en fait l'entrée en vigueur de la loi, si vous n'aviez pas fait la séparation en fait des patrimoines, potentiellement les créances antérieures elles pourront quand même être traitées selon le régime antérieur. Par contre, pour les créances qui sont nées après l'entrée en vigueur de la date, il n'y a pas de soucis, elles seront traitées en fonction de la séparation des patrimoines professionnels et personnels. Ensuite, au niveau de la comptabilité de l'entreprise individuelle, qu'est-ce qui se passe ? Tout dépend en fait du régime fiscal que vous avez choisi. Si c'est le régime micro, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une comptabilité qui est simplifiée. Si c'est un régime réel, vous aurez une comptabilité qui est cette fois dite complète. Donc vous aurez une comptabilité en fait qui est celle qui est afférente aux sociétés commerciales, notamment par exemple
l'inventaire annuel, la tenue des différents livres comptables qui sont obligatoires, l'établissement des comptes annuels, etc., etc. Donc vous l'aurez compris, les démarches administratives sont bien plus lourdes dans ce format-là que dans le régime micro. Ensuite, ce n'est pas fini. Si vous souhaitez être freelance mais vous associer avec un associé, que ce soit une personne physique ou morale, vous ne pourrez pas en fait passer par ce type d'entreprise, l'entreprise individuelle. On le voit bien, je le rappelle, l'article L526-22 du Code de commerce spécifie bien que l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce une activité en son nom propre. Donc c'est bien défini, c'est bien spécifié, c'est bien cantonné. Donc si vous souhaitez vous associer avec une personne physique ou une personne morale, il va falloir opter pour une société commerciale, donc par exemple la SARL, la SAS, le URL ou encore la SASU. Donc pour les deux dernières, évidemment, vous pouvez quand même continuer à exercer ça en tant qu'entrepreneur individuel parce que vous êtes seul. Mais vous aurez évidemment toutes les formalités administratives qui sont afférentes aux sociétés commerciale. Pour constituer cette société commerciale, en fait, il va vous falloir faire une demande d'immatriculation donc au CFE, le Centre de formalité des entreprises, et effectuer certaines démarches préalables qui sont non négligeables. Donc vous allez d'une part devoir déposer des apports en capital social, donc ça peut être des apports en numéraire, en nature ou alors en industrie. Ensuite, vous allez devoir rédiger des statuts pour expliquer le fonctionnement de votre société, évidemment, ce que c'est, l'objet social, etc., les associés, tout ça. Tout est spécifié dans les statuts de la société. Ensuite, vous allez devoir publier une annonce dans un journal d'annonce légale, donc une annonce de création de votre société commerciale. Cette annonce est publiée dans un JO officiel, donc vous avez une liste de journaux officiels sur lesquels en fait vous pouvez publier votre annonce. Évidemment, vous fournirez aussi les documents classiques, la copie de votre pièce d'identité et celle de vos associés si vous en avez, et le formulaire d'immatriculation quand vous recevez le récépissé du CFE tout de suite. Vous avez 15 jours en fait pour effectuer la déclaration au registre des bénéficiaires effectifs de l'entreprise. Donc il faudra le faire par le biais d'un formulaire que vous pouvez trouver sur Infogreffe et il faudra l'envoyer au greffe du tribunal de commerce. Pour terminer sur cette dernière modalité, en fait, on va voir aussi les obligations juridiques et comptables d'une société commerciale. Donc premièrement, il y a l'enregistrement de l'activité au patrimoine de l'entreprise. Ensuite, il y a le fait de déclarer et de payer la TVA aussi. Il va falloir aussi tenir à jour les livres comptables obligatoires qui sont afférents aux sociétés commerciales. Vous allez aussi devoir réaliser l'inventaire de l'entreprise, donc c'est un inventaire annuel. Vous allez établir aussi annuellement les comptes de l'entreprise, réaliser l'affectation de résultats, nommer un commissaire aux comptes pour qu'il certifie et valide les comptes annuels évidemment. Et enfin, vous allez devoir tenir des assemblées générales avec vos associés pour leur présenter les perspectives d'avenir de votre société commerciale. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, et moi je vous retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.